Aujourd'hui, le monde n'est plus seulement ultra connecté, il est aussi ultra commenté. Les plateformes de partage d'avis se multiplient, les commentaires se glissent partout dans notre quotidien. Avec un simple clic, on peut désormais noter un hôtel ou un restaurant, juger son médecin ou critiquer l'enseigne qui nous a vendu un canapé. Cet homme en sait quelque chose. C'est un amoureux des avis sur la toile. Des étoiles, il en a plein son téléphone. Cédric Goret a bien choisi son métier. Il est informaticien et fan inconditionnel de Google. J'aime bien Google. Je pars en vacances avec Google. Je prends ma carte, je zoome à un endroit où j'ai envie d'aller, je clique sur un truc, je regarde quelques commentaires et puis je prends contact avec l'hôtel ou avec le restaurant. Depuis plusieurs années, lui aussi note les hôtels et restaurants qu'il fréquente. Avant la pandémie, il écrivait entre 4 et 5 commentaires par semaine. Avec un certain succès, ses avis ont été visionnés plus de 4 millions de fois. Très professionnel et sympathique. Un cadre chaleureux, chèvre miel, de visite. Ses commentaires sont souvent accompagnés de photos et toujours positifs. Un choix qu'il assume depuis le début. Et pour le temps consacré à nourrir Google, aucune rémunération. La motivation de Cédric est ailleurs. J'espère que quelqu'un d'autre, à l'identique, va m'aider le jour où je suis en Italie, en France, en Hongrie, et puis que quand je vais cliquer, le Hongrois qui est venu ici à Sion, et puis qui a vu mon commentaire, moi j'irai voir le sien, et puis j'irai à l'endroit qu'il me propose. Et voilà comment les établissements ou les entreprises se construisent une réputation sur Internet. Ce qu'on appelle dans le jargon l'e-réputation. Une notoriété numérique qui aujourd'hui joue un rôle de premier plan. Ce n'est pas Joe Kayayan qui dira le contraire. Il est directeur d'une agence de communication digitale à Lausanne et spécialiste d'e-réputation. L'importance vient principalement du fait que c'est les consommateurs qui font la réputation. On a vu à travers le monde aussi la situation d'entreprises qui ont coulé ou qui ont vraiment augmenté leur chiffre d'affaires à cause des avis des internautes. À titre d'exemple, United Airlines en 2017, avec une vidéo sur les réseaux sociaux, le lendemain, ils ont perdu 1,4 milliard en cotation boursière. Oh my God! Oh my God! Cette fameuse vidéo, la voilà. Un homme sorti de force parce qu'il refusait de quitter l'appareil. La vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. Oh my God! Même si la brutalité physique n'était heureusement pas au rendez-vous, la brutalité des mots a provoqué une onde de choc tout aussi violente dans cette paisible société familiale. Brian travaille depuis 3 ans pour Arc-en-Vin, une maison vitivinicole historique du Lavaux. Au mois de décembre dernier, après 2 années de pandémie très compliquée, la société se réjouissait de retrouver enfin ses clients. On a voulu organiser nos portes ouvertes, comme on le fait depuis 40 ans, toujours au premier week-end du mois de décembre. Et cette année, on avait la possibilité de le faire, mais à condition de mettre la 2G en place, parce que pour déguster et puis sans avoir le masque à la cave derrière, c'était une obligation. Donc on a annoncé ça sur les réseaux sociaux. Et puis depuis ce jour-là, on a reçu un déferlement de haine sur Facebook, Instagram, sur Google, sur les avis, également par téléphone ou bien par mail. Gardez votre vin, nous n'en voulons plus. En l'occurrence, c'est une personne qui n'a jamais acheté de vin chez nous. Vous êtes une honte pour la Suisse. Je trouve votre façon de faire digne de la dictature nazie. En quelques heures, plus de 170 commentaires sur Google, la plupart dénigrants ou injurieux, et surtout une note de référencement qui plonge de 4,9 à 1,9. Pour moi, c'était clairement du terrorisme numérique, donc sur les réseaux sociaux, vraiment organisé, pour en fait casser la réputation, pour descendre les établissements ou bien les entreprises qui avaient mis en place la 2G. Et voilà. En agissant auprès de Google, l'entreprise a réussi à faire supprimer une 60aine de commentaires négatifs. Et en sollicitant ses clients pour qu'ils laissent des avis positifs, elle a pu aussi retrouver une certaine normalité sur les réseaux. Évidemment qu'on serait encore plus heureux d'avoir un 5, mais on est déjà assez satisfait d'avoir pu remonter en 2 mois d'une note de 1,9 à 4,6. On a une telle densité de collègues vignerons dans la région que je suis persuadé que c'est très important d'avoir une bonne note sur l'avis Google. Si en Suisse, le cadre juridique pour les réseaux sociaux punit tout propos diffamatoire ou calomnieux,
l'application de la loi, elle, face au monde virtuel, est plus compliquée. C'est avant tout un problème fonctionnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui Tartampion publie à mon endroit un commentaire non seulement peu élogieux, mais également injurieux, ou qui relève de la calomnie, le temps que je le fasse identifier, le temps qu'il soit entendu par la police, peut-être par un procureur qui soit renvoyé en jugement, on risque même de dépasser le délai de 4 ans pour la prescription pour certaines infractions contre l'honneur. Surtout que les cas se multiplient. Sébastien Fanti en sait quelque chose. C'est lui qui, en 2017, avait déjà défendu un restaurateur violemment attaqué sur cette page Facebook pour avoir refusé de servir un verre d'eau gratuitement à un client. Et l'été passé, rebelote. Un autre restaurant à Martigny est pris pour cible pour avoir cette fois-ci fait payer une carafe d'eau d'1 litre 10 francs à ses clients. Concernant la patronne et tout le reste, sale pute, fessée de chef hautaine et indigne. Il y a une de mes collaboratrices qui a dû consulter, qui a été en arrêt maladie pendant 1 semaine, qui avait des angoisses, etc. Ces gens-là font énormément de mal et c'est pas possible que ça continue. Cette fois-ci, l'avocat a décidé de sortir les griffes. 700 plaintes pénales ont été déposées. Ce qu'on aimerait obtenir par le biais de la multiplication des procédures, c'est une décision de principe du tribunal fédéral qui dit maintenant ça suffit. Cette peste numérique, toute personne qui s'exprime de manière abusive, de manière dolosive et excessive, elle devra non seulement payer pour les frais de justice, pour le tort moral, mais également pour faire disparaître, si vous voulez, pour obtenir une réparation par la disparition de cette publication. D'autant qu'il faut le dire, derrière un ordinateur ou parfois caché sous un pseudo, qui ne s'est jamais senti une seule fois le roi du monde, qui ne s'est jamais lâché sur Internet, sans forcément se rendre compte des conséquences pour les personnes visées. Et ça peut déboucher sur des violences qui sont des violences physiques, sur des insultes dans le monde réel, voire même lorsque la meute se met en œuvre. On a des gens qui se sont suicidés suite à ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde n'est pas capable de supporter la critique à un tel niveau d'acuité. Tiffany Moix gère aujourd'hui 2 hôtels et un restaurant à Vezona. Au début, cette entrepreneuse pensait pouvoir gérer seule les avis postés sur les différentes plateformes. Elle a vite déchanté. Des nuits blanches énormes, beaucoup de frustration, de déception, de colère. Parce que quand on met toute son âme, tout son temps, enfin sa vie en parenthèse pour créer ses bébés, c'est difficile d'être critiqué. Parfois sur un manque de sel dans une sauce ou sur la qualité d'un coussin, sur la qualité d'un matelas. Ça fait partie des choses que, on se rend compte qu'on ne peut pas tout maîtriser. Elle a délégué cette tâche à des spécialistes, puis engagé une personne à l'interne dédiée aux réseaux sociaux pour retrouver de la sérénité. Aujourd'hui, c'est nous qui demandons aux clients d'écrire des commentaires, que ce soit positif ou négatif, mais de nous en parler d'abord. Mais on en a fait une force et puis vraiment une source de communication avec les collaborateurs, des vrais échanges. On a moins peur. Moins d'appréhension aujourd'hui et certainement aussi plus de vigilance sur la nature des commentaires. Ce qui fait de Google Maps une ressource fiable pour plus d'1 milliard d'usagers sont les avis, rédigés par les utilisateurs pour les utilisateurs. Parce que ce soit Google, TripAdvisor ou Booking, toutes ces plateformes promettent une surveillance drastique des avis. C'est pourquoi nos règlements sur les contenus Google Maps ont été conçus pour éviter les avis trompeurs, frauduleux et abusifs sur notre plateforme. Dans la réalité, on est bien loin du compte. On sait très bien que ces plateformes, elles dysfonctionnent. J'ai mis en fait une critique d'un restaurant qui se trouve à Montreux. J'ai utilisé aucun terme injurieux. J'ai simplement dit que les gens n'étaient pas sympathiques, qu'ils avaient été antipathiques, refus de servir. Voilà, on se moque des clients et ça mérite un avis circonstancié. Cet avis n'est pas publié. TripAdvisor me dit c'est contraire à nos conditions. Et pourquoi? Parce que ce restaurant paye pour que TripAdvisor ne publie pas tous les avis négatifs, pour faire un filtrage de ces avis. Et donc ce restaurant a acheté un bouclier numérique. Une vérité également mise à mal par le commerce des faux avis qui gravitent autour de ces plateformes. Mais malgré tout, l'impact de ces géants communautaires est toujours plus important dans notre quotidien. L'année passée, TripAdvisor comptait 490 millions de visiteurs par mois et près de 230 commentaires publiés chaque minute.
Et sur notre site ou sur notre page Facebook, vous pourrez aussi voir le chef étoilé Franck Giovannini qui raconte comment il vit la dureté de certains avis négatifs. Bonsoir Nicolas Capt. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, spécialiste du droit des nouvelles technologies. Alors avec vous, on va vraiment se mettre à la place du client qui laisse un commentaire pour voir ce qu'on a le droit finalement de dire ou de ne pas dire. Premier exemple, la nourriture est de mauvaise qualité et surtout, un des employés m'a volé mon portefeuille la dernière fois que j'y suis allée. Alors ça, c'est un commentaire tout à fait problématique parce qu'on prête un comportement de nature pénale à une personne. Donc cette personne peut tout à fait déposer une plainte en diffamation ou en calomnie. Il y a une petite différence entre la diffamation et la calomnie. Dans la calomnie, on sait que les propos colportés sont faux, donc il y a une connaissance préalable. Tandis que dans la diffamation, on prête un comportement contraire à l'honneur, donc qui porte atteinte à la réputation d'honnête homme. Donc là, c'est vraiment l'accusation de vol qui pose problème dans oui, ce cas absolument, précis. Hein. Tout à fait. Et puis, naturellement, on a une possibilité d'échapper à la condamnation pénale si on arrive à amener ce qu'on appelle des preuves libératoires. Il y a des preuves libératoires de deux types. Il y a la preuve libératoire de la vérité, c'est de démontrer la véracité de ce que vous avez dit, ou alors de prouver qu'au moins vous étiez de bonne foi et que vous aviez des raisons sérieuses de penser que tel était le cas. Donc dans un tel cas, vous pouvez échapper à la condamnation pénale. Autre exemple pénal là aussi, fuyez, le patron de ce restaurant emploie tout son personnel au noir depuis des années. Qu'est-ce qui cloche là ? Alors, ce qui cloche, là, c'est l'accusation d'employer du personnel au noir, qui est également une infraction pénale. Et donc, de nouveau, de prêter à quelqu'un un comportement pénalement relevant entraîne de manière automatique l'application des dispositions pénales de protection de l'honneur et, en principe, de la diffamation. De nouveau, si la personne savait que les propos qu'elle colportait sont faux, on tombe dans la calomnie. Mais en principe, on tombe dans la diffamation. Donc, c'est assez clair, là, finalement. En gros, on ne doit pas dire que les gens sont des escrocs, on ne doit pas dire qu'ils violent la loi, par exemple, sur le travail. Parfois, c'est un petit peu moins évident. Autre exemple, ce restaurateur est incapable de cuisiner correctement, les plats sont immangeables et le cuisinier n'a aucune formation. En fait, tous les plats sont congelés. Ça, pourquoi est-ce que c'est problématique ? Alors ça, c'est problématique parce que ça porte atteinte à l'honneur professionnel, mais en revanche, ce n'est pas de nature pénale. C'est-à-dire qu'on ne prête pas un comportement qui vous fait passer pour une personne méprisable. Mais le restaurateur peut quand même vous attaquer. Alors le restaurateur peut ouvrir une action, mais dans ce cas-là, il ouvrirait une action civile et non pas une action pénale. Donc une action civile en protection de l'honneur, mais pas une plainte pénale. Quand on lit ce qu'il y a effectivement écrit sur les plateformes, en fait, on se dit que quand on ne réfléchit pas tellement, on peut vite laisser un commentaire pour lequel on peut être attaqué en réalité. Oui, absolument. Je crois qu'il y a une méconnaissance ou une absence de perception du risque réel en laissant un commentaire. Et c'est vrai qu'on devrait faire preuve de davantage de mesures. Évidemment, on a le droit de critiquer. Hein. Ça fait partie de la liberté d'expression qui est le principe. Et l'exception, c'est disons, quelques cautèles qui ont été mises, quelques limites qu'il convient de ne pas dépasser. Et parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que les internautes ne mettent pas les frontières au bon endroit, ou en tout cas n'en sont pas vraiment suffisamment conscients. Nicolas Capt, vous restez avec nous. On retourne maintenant du côté des hôtels, bars et restaurants dans lesquels, vous allez le voir, hein, on investit beaucoup d'argent pour se construire une bonne réputation digitale. Zermatt et son fameux servant. L'image est un best-seller sur les réseaux. Elle fait presque quotidiennement le tour du monde grâce à Instagram, Twitter ou Facebook. Aujourd'hui, ce n'est pas le Cervin qui nous intéresse, mais cet hôtel, le Cervo. Déco hyper tendance, style moderne et branché, l'établissement est instagrammable sous tous ses angles. Vous seriez d'accord qu'on fasse une petite story Instagram, style on est le Cervo, on prépare la terrasse et on est prêt pour accueillir les clients. D'accord. Tu mets en route la machine ? Oui. Ce matin, comme presque tous les jours dans cet hôtel, c'est séance shooting pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on veut montrer qu'il y a de la neige fraîche, que c'est toujours aussi beau et sauvage ici quand il neige, et que nous sommes prêts pour le mois de février. Le plus important pour nos clients, c'est de sentir qu'ils font un peu partie de notre vie et de la famille Cervo. Faire partie de la famille Cervo et surtout rappeler aux clients que l'hôtel est toujours prêt à les accueillir. Et pour bien faire passer le message à une clientèle de plus en plus internationale, il publie une photo tous les 2 jours et près de 300 stories par mois.
Pour nous, Instagram, c'est aujourd'hui un canal de réservation, comme les emails ou le téléphone. On utilise tous les moyens qui existent pour être au plus proche de nos clients. Corinne est engagée à 50% pour s'occuper de produire et d'alimenter du contenu pour les réseaux sociaux, et ce depuis plus de 5 ans. Un choix voulu par la direction. Chaque semaine, le directeur en personne discute avec sa social manager, comme on l'appelle. Le but, créer de l'interaction avec la communauté et surtout créer le manque. Je viens de montrer le feu aux cheminées et puis on a tout à fait des clients qui laissent un commentaire. « Oh, on s'imagine d'être là et puis ça nous manque tellement. » Et puis Corinne notamment, elle répond « Vous nous manquez aussi. » Une communauté qui compte aujourd'hui plus de 55 000 personnes sur Instagram, Facebook et Twitter. L'hôtel a été précurseur dans cette démarche. Cette envie d'interaction digitale avec une communauté, il l'avait imaginée avant même l'ouverture de l'établissement. Pendant 12 mois, il a documenté sa construction et partagé l'esprit du lieu sur les réseaux sociaux, se créant déjà sa propre communauté. Cette initiative lui a valu en 2010 un prix d'excellence du tourisme suisse. De créer une communauté, je trouve que c'est très important pour un hôtel, que tu as les clients qui marchent bien, qui correspondent bien avec le concept, que vraiment ça crée une ambiance globale, parce que tu peux faire un joli dessin, tu peux faire des jolis décos, tu peux faire un joli produit, mais après, à la fin, c'est les clients qui font une partie aussi du concept. Je trouve ça très important. Intégrer les clients au concept, c'est aussi accepter leurs critiques et surtout traiter leurs avis. Une pression devenue aujourd'hui quotidienne. Nous, dans la direction, on regarde chaque jour les commentaires et on les prend très au sérieux et on fait toujours en sorte que la réponse, ça vient de la direction. Alors, pour s'éviter de longues journées derrière un ordinateur, la direction s'est armée d'un outil informatique qui permet de passer au crible toutes les plateformes de référencement et surtout de surveiller l'arrivée de chaque commentaire, positif ou négatif. Cet outil, il me recollecte tout et à la base, moi, je vois « Ah, aujourd'hui, sur telle et telle plateforme, j'ai reçu un commentaire » et je le réponds au maximum, plus vite. Enfin, pour s'économiser encore du temps et de l'énergie, l'établissement s'alloue même les services d'un programme informatique qui prépare des réponses. Mais avant même ce travail très bureaucratique, l'hôtel met tout en œuvre pour traquer les éventuels mauvais commentaires des clients. Et cela passe par un petit rituel matinal. J'essaie d'éviter ça le matin en circulant à travers les restaurants, en leur posant des questions pour sentir si on peut améliorer quelque chose le moment où le client est encore sur place. Pour sa communication digitale, l'hôtel dépense chaque mois de 10 à 12 000 francs. Un budget conséquent mais qui semble porter ses fruits. Le Cervo est très bien noté sur les différentes plateformes et surtout il affiche quasi complet toute l'année. Direction le centre-ville de Genève. Dans ce bar-restaurant, les ambitions sont un peu différentes. L'établissement a ouvert ses portes au mois de décembre dernier après un changement de propriétaire. Il est à la recherche de visibilité et a décidé de miser sur une campagne digitale. C'est indispensable. Parce que, je ne veux pas dire 100%, mais 90% des gens sont sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on apprend la plupart des nouvelles aujourd'hui. C'est là où on fait diffuser très rapidement quelque chose si on veut le faire diffuser. Et c'est là où les gens, ils apprennent tout de suite. Et c'est une réalité. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. En avril 2021, l'étude Digital Report avance le chiffre de 4,33 milliards d'utilisateurs actifs, soit plus de la moitié de la population mondiale, et surtout un chiffre en augmentation de 13,7% par rapport à 2020. Alexandre Perrault est lui aussi un convaincu des performances du digital. Normal, ce jeune entrepreneur s'est spécialisé dans les contenus digitaux pour bars, clubs ou restaurants. C'est d'ailleurs la forte demande du milieu qui l'a incité à créer son agence il y a plus de 3 ans. On a par exemple des boîtes de nuit qui remplissent leurs tables uniquement grâce aux réservations faites via les réseaux sociaux qu'on gère. Alexandre gère les contenus digitaux pour une dizaine d'établissements genevois. Quelques petites modifications et la vidéo sera prête pour diffusion. Alors je viens de voir la vidéo, elle est vraiment cool, merci beaucoup. Juste le début, je trouve que c'est pas assez dynamique. Et c'est là la force des vecteurs Instagram ou Facebook.
le ciblage de l'audience recherchée. On peut, sur Instagram et Facebook et d'autres réseaux sociaux aussi, payer les réseaux sociaux pour qu'ils montrent en fait ce contenu à les personnes qu'on choisit de cibler. Donc par exemple, si on veut toucher des gens de 25 et 30 ans qui habitent sur Genève et qui ont déjà consommé dans des restaurants aux alentours, on va pouvoir le dire à Facebook et Instagram et ensuite ils vont montrer nos photos et nos vidéos à ces personnes-là. Mais le ciblage peut être encore plus précis. Grâce aux données récoltées par Facebook, le client peut ajuster son audience selon de nombreux paramètres, comme le niveau d'éducation ou même le revenu. Une fois publiée, la vidéo sera diffusée comme contenu publicitaire une dizaine de jours sur les réseaux pour 250 francs. Un investissement raisonnable lorsque l'on sait qu'elle touchera environ 40 000 clients potentiels. 50% des gens qu'on a, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est énorme, énorme. Au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est très, très, très important. Les réseaux sociaux, c'est 90% de notre réputation. Il y a une autre manière très en vogue de faire connaître son établissement sur les réseaux. Inviter des influenceurs, ces personnes suivies par des milliers d'autres sur Internet. Une pratique très utilisée par les hôtels et restaurants. Ce que je peux offrir, c'est que ma communauté découvre et s'intéresse au Cerveau. C'est une communauté qui adore les activités extérieures, un style de vie atypique. Donc c'est gagnant-gagnant pour le Cerveau et pour moi. Yann Kaya est un photographe bâlois. Grâce à ses 50 000 followers, il est aussi devenu influenceur. Il a été invité avec sa compagne 2 jours, tout frais payés à l'hôtel, mais en retour, le contrat est très clair. Il doit produire sur ses comptes 23 contenus digitaux qui doivent comporter photos et vidéos. L'influenceur, il va être d'abord analysé, est-ce qu'il a des vrais followers? Qui sont les followers? Est-ce que c'est notre clientèle? Est-ce qu'il vient par exemple d'un marché qui est pour nous intéressant? Et puis après, notamment, on l'invite pour créer quelque chose et puis il va publier sur ces canaux et puis ça nous ramène de la nouvelle clientèle. Pour ce professionnel de l'e-réputation, le levier commercial d'un influenceur peut être considérable. Si l'influenceur est bien choisi, on a des cas, un influenceur en live dans un restaurant, 2 heures après, il remplit le restaurant. Et les statistiques nous montrent qu'en moyenne, sur le moyen terme, un restaurant peut augmenter son chiffre d'affaires de 250%. L'impact du digital est de plus en plus important sur la gestion et le bon fonctionnement des hôtels et restaurants. Et pourtant, l'ultra connecté et l'ultra commenté pourrait déjà ne plus être la tendance de demain. Un jour, peut-être, il va y avoir des hôtels qui n'ont rien du tout, pas réseau social, pas de Wi-Fi, pas de télévision. Et puis avoir le rien, ça va être le tout. Pour le moment, la guerre des étoiles se poursuit entre les commerces avec une pratique inavouable et pourtant répandue, l'achat de commentaires positifs rédigés par des profils plus ou moins bidons. Mêlés aux autres, ceux-ci sont très difficiles à détecter et le phénomène ne touche pas que l'hôtellerie-restauration. Petite démonstration avec Valentin Tombé, journaliste spécialisé dans l'analyse de données. On est content chez ABE. Avec la levée des mesures sanitaires, on va enfin pouvoir se faire une sortie de rédaction. Le resto, d'accord, mais pour l'esprit d'équipe, pourquoi pas un escape game? Vous savez, ce jeu duquel vous devez vous échapper. L'ami Google nous en indique un très bien noté du côté d'Orbe. Ah, ça va plaire aux collègues, ça. Mais est-ce qu'on peut se fier à ces avis Google? Faudrait quand même pas qu'à ABE, on se fasse avoir. Allô? Lui, c'est Valentin, un spécialiste des données qui a enquêté sur le sujet. Pour essayer de trouver les comptes les plus suspects, on a récupéré tous les avis postés sur un établissement. Et ensuite, pour toutes les personnes qui ont posté ces avis, on va chercher tous les autres avis qu'elles ont postés et on regarde s'il y a des incohérences qui apparaissent. Très concrètement, cet escape game qui se trouve à Orbe, est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a peut-être des commentaires qui ne sont pas tout à fait corrects dessus?
il y a des signes très importants, en l'occurrence, parce que l'établissement qui est le plus noté par les personnes qui ont noté l'escape game de Orb, c'est en fait un restaurant libanais à Paris. 25 des 140 personnes qui ont noté l'escape game d'Orb ont aussi noté cet établissement à Paris. 18 autres, c'est l'autre établissement le plus noté, c'est un réparateur de téléphone à Marseille. Et ensuite, on a encore un autre restaurant libanais du même groupe que le premier qui apparaît en 3e position. Pas très crédible donc. Et des avis suspects, on en a trouvé une ribambelle en Suisse, même à Fontaine-Melon, chez un spécialiste de l'électroménager. Tiens, celui-ci, une bonne note à Fontaine-Melon, une autre pour un fitness et pour un gîte en France. Et celui-là, ah bah, tout pareil. Et celui-là encore. Est-ce que vous pouvez affirmer avec certitude que tous ces comptes sont des faux? Alors, c'est difficile, mais disons que le doute est très très mince. En fait, on va regarder tous les commentaires et on regarde si ça suit une certaine logique. Et on va voir que la personne, en 2 ans, elle est allée chez 4 dentistes différents, dans des lieux totalement différents. Elle est à chaque fois très très satisfaite et recommande, mais elle change quand même. Elle va aussi dans plein de coiffeurs différents. On voit qu'elle a un fitness dans une ville, mais qu'elle a un autre fitness dans une autre ville. Une fois, elle est père de famille en banlieue parisienne, puis étudiant à Genève. Il y a plein d'incohérences comme ça qui apparaissent, de plus en plus grosses, plus on se plonge dans le profil. Et là, au bout d'un moment, on est sûr que c'est un faux. Et ces profils douteux, on les retrouve dans les commentaires sur des agences de taxi, une boutique de vêtements, un magasin de scooters. Au milieu de cette nébuleuse, un compte revient systématiquement, celui de Manu B. Plusieurs éléments montrent que c'est lui qui est derrière ce réseau, c'est lui qui vend ses avis. Sur le site de sa société, c'est très clair. Achetez des avis Google pour améliorer votre visibilité et crédibilité. On résume, les faux avis, c'est un business, il peut y en avoir partout, et si on n'est pas spécialiste des données, on n'arrive pas à les détecter. Bon pour la sortie de rédac, on va pas trop se fier aux étoiles de Google. Pour le reste non plus d'ailleurs. Un reportage réalisé par Blaise Piguet et Michael Dirani. Et nous avons contacté les entreprises citées dans ce reportage. Arrêt Ménager nous écrit qu'il ne s'agit en aucun cas d'achat de commentaires, mais d'une réplique d'avis récoltés auprès de leurs clients en 2020. Et puis le patron de CD Scooter Shop nous dit avoir acheté une poignée d'avis positifs en réaction à des commentaires jugés injustes. J'ai essayé de faire retirer ces commentaires auprès de Google, mais sans succès. J'ai même été à la police pour porter plainte, mais c'est impossible de faire disparaître ces commentaires négatifs. Les autres ne nous ont pas répondu. Nicolas Capt, ce commerce de faux avis, est-ce qu'en Suisse, c'est quelque chose de légal ? Alors c'est une zone grise et ça peut poser problème sous l'angle de la loi fédérale contre la concurrence déloyale qui punit tous les comportements qui peuvent porter atteinte à une saine et libre concurrence. Et le fait tant de bénéficier d'avis faussement positifs sur ces prestations qui émanent de faux clients que des avis négatifs postés pour des concurrents pose évidemment problème sous l'angle de ces dispositions de protection de la concurrence. Je n'ai pas connaissance d'affaires judiciaires en Suisse. En revanche, il y a eu des affaires dans des pays européens, dont l'Italie et la France, qui punissaient tantôt les agences qui vendaient des commentaires inexistants, des faux commentaires, ou d'entreprises qui en utilisaient. Et quel est le rôle de Google, en l'occurrence, qui laisse des avis, qui sont parfois de faux avis, sur ces plateformes ? Alors Google a essentiellement un rôle d'hébergeur, c'est-à-dire qu'elle héberge comme on héberge un blog, elle héberge ses commentaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire d'action judiciaire contre Google. On peut, mais c'est ce qu'on appelle les actions défensives. Donc c'est essentiellement, c'est non pas pour demander une indemnisation, mais c'est pour demander la suppression, par exemple, des commentaires. Google, on le précise, qui affirme prendre immédiatement des mesures allant de la suppression du contenu à la suppression du compte Google, si nécessaire. Merci beaucoup pour votre expertise, Nicolas Capt. Je vous en prie. Bonne soirée. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.
L'actualité conso est de retour ce soir dans ABE avec évidemment Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous reparlez de la pollution au dioxine avec du nouveau dans le canton de Neuchâtel, en partie à la suite de nos révélations du mois de février. Oui, souvenez-vous de ces œufs et de ces courges que nous avions fait analyser, une vingtaine en tout, prélevés en Suisse romande dans des jardins proches d'usines d'incinération. Oui, 5 échantillons s'étaient révélés problématiques. Parmi lesquels un œuf de 1000 vignes dans le canton de Neuchâtel, un œuf contaminé qui a retenu toute l'attention des autorités puisqu'elles annoncent une campagne d'analyse prélevée dans des poulaillers privés. Et ça, c'est une première parce que normalement, ce ne sont que les produits destinés à la vente qui sont contrôlés. Une dizaine d'œufs de privés donc seront sélectionnés pour analyse à 1000 vignes, mais également à la Chaux-de-Fonds. Donc le canton enquête maintenant sur les œufs alors qu'il publiait la semaine dernière des résultats d'analyse menés sur les sols. Et des résultats qui sont rassurants, hein, pas de pollution décelée sur les 40 sites analysés. Tout autre chose maintenant avec l'Association suisse des producteurs de porc qui renonce à l'utilisation d'une hormone très controversée. C'est l'hormone ECG qui sert à optimiser la reproduction des porcs, dans le sens qu'elle permet de synchroniser les chaleurs des femelles, de grouper les naissances. Ensuite, les porcelets sont engraissés, puis amenés à la boucherie en même temps. Et tout ça dans une logique de gain de temps et d'argent. Ouais, ça, c'est pour les présentations. La controverse, elle tourne autour de la provenance de cette hormone de fertilité. Elle est récoltée dans ce qu'on appelle sinistrement des fermes à sang sur des juments gestantes, donc des juments qui portent des poulains, et dans des conditions que dénoncent fermement 2 associations de défense des animaux. Oui, l'Animal Welfare Foundation et le Tierschutzbund Zurich qui ont eu accès à des images tournées là où ces hormones sont prélevées dans des fermes à sang en Islande. Et attention, ces images peuvent choquer. L'Islande est l'un des 3 pays au monde à autoriser les fermes à sang. Il y en aurait une centaine sur son territoire. Certaines ressemblent à ça, d'autres à ça. Une fois par semaine, les éleveurs rassemblent leurs juments islandaises et prélèvent leur sang. Uniquement celui des bêtes gestantes car il contient l'hormone ECG sur laquelle les éleveurs et les laboratoires ont jeté leur dévolu. On estime à 5000 le nombre de juments concernés. Ces images, tournées en caméra cachée, obtenues par l'association Tierschutzbund Zurich, montrent de violentes maltraitances. Et la brutalité des prises de sang effectuées avec de grosses canules. La militante Sabrina Gurtner suit ce dossier depuis des années. Pour elle, tout ceci n'est que de la cruauté envers les animaux. Ici, nous voyons comment les juments sont poussés de force dans le box d'immobilisation. Ces juments, il faut le savoir, sont à moitié sauvages. Elles ne sont pas habituées au contact avec les humains. Le seul contact qu'elles ont avec eux, c'est au moment de la prise de sang. Elles sont traumatisées à chaque fois qu'elles sont traitées de la sorte. Bien sûr, elles peuvent s'en souvenir, et c'est pour ça qu'à chaque prise de sang, il devient de plus en plus difficile de faire entrer les chevaux dans les boxes d'immobilisation, et ça devient de plus en plus violent. Comme on peut le voir, les juments sont frappés avec des barres de fer, des poutres de bois, des bâtons en plastique, bref, avec tout et n'importe quoi. Depuis la diffusion de ces images, les choses bougent. En Islande, où les autorités vétérinaires ont lancé une enquête. Et puis en Suisse, où on le disait, les producteurs de porc renoncent à cette hormone. Oui, le président de Swissport, Meinrad Pfister, l'a annoncé à la télévision alémanique. Nous ne voulons pas être associés à ces images, a-t-il dit. Il faut savoir qu'en 2015, un premier scandale avait éclaté autour de fermes, mais des fermes situées en Amérique du Sud. Et à l'époque, la fêtière avait dit qu'elle empoignerait ce problème. Et de fait, le produit était déjà moins utilisé par les éleveurs suisses. On est passé environ de 10 000 doses en 2015 à 2000 doses l'an dernier. Et puis, il était déjà banni de la viande bio suisse et IP suisse. Et au niveau des laboratoires qui commercialisent ces hormones ? Le laboratoire qui fournit les éleveurs suisses assure qu'il ne travaille plus avec les fermes qui ne respectent pas les normes de protection des animaux.
Les autorités fédérales, elles, est-ce qu'elles bougent aussi? En tout cas, elles disent qu'elles n'étaient pas au courant de la situation en Islande. Je cite, « Nous sommes immédiatement intervenus auprès des autorités islandaises qui nous ont assuré qu'elles prendraient les mesures nécessaires pour améliorer la situation. » L'Europe, elle, va plus loin. Elle prépare une interdiction de production et d'importation de cette préparation hormonale. Plus léger, pour terminer, des séries, des films, en bref, du streaming. Oui, la plateforme préférée des Suisses, c'est Netflix, loin devant Amazon, Disney et Apple. L'an dernier, près d'un Suisse sur 2 l'aurait utilisé au moins occasionnellement. Et il paie le prix fort. Oui, les Zone Tax Geek s'est livré à une comparaison internationale pour l'abonnement standard qui donne accès à Netflix sur 2 appareils. Les Suisses payent 40% de plus que les Allemands ou les Autrichiens et 70% de plus qu'en Norvège, alors que le coût de la vie est comparable. Ouais, quand même, mais alors Netflix ne commente pas ces chiffres. Par contre, la fêtière alémanique des consommateurs, elle, a réagi. Elle condamne ces prix injustifiables, selon elle. Netflix n'a pratiquement pas de coûts à supporter en Suisse. Le niveau des salaires et des prix suisses ne devrait donc pas avoir d'influence sur le prix des abonnements. Des prix qui s'envolent pourtant depuis que Netflix a débarqué en Suisse en 2014. Oui, pour l'abonnement standard, on est passé en 8 ans de 12,90 francs à 18,90 francs par mois. C'est plus 46%. Il a de cherté un jour, il a de cherté toujours. Merci beaucoup Viviane Gabriel. Bonne soirée. Bonne soirée. Le froid va encore nous accompagner quelques semaines. Et qui dit froid dit thé chaud. Qui dit thé chaud dit bouilloire. Et qui dit bouilloire ce soir dit test. Sur le banc d'essai, 8 modèles avec réglage de température intégré. Reportage de nos collègues de SRF, traduit par Maya Cholet. Dans son magasin de Winterthur, Eliane Braun vend du thé du monde entier. Plus de 200 sortes différentes. Pour certains thés, la température de l'eau est essentielle lors de la préparation. C'est le cas du thé vert, qui doit être infusé avec une eau entre 60 et 80 degrés, pas plus. Pour le thé oolong, le thé jaune et le thé blanc, l'eau ne doit pas être bouillante, mais seulement entre 80 et 90 degrés. Si l'on fait infuser ces thés trop chauds, les substances amères se dissolvent plus rapidement, le thé devient amer et âpre. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le thé vert. Ça bouillonne dans le laboratoire de Stuttgart. Kassensturz et le magazine de consommateurs Saldo ont fait tester 8 bouilloires électriques. Ça commence par une vérification que toutes sont en bon état. Ces bouilloires permettent de régler des températures fixes de 40 à 100 degrés et coûtent entre 51 et 90 francs. Tous les modèles sont en métal ou en verre. Parmi les critères du test, le temps nécessaire pour chauffer 1 litre d'eau à 100 degrés. Tous les appareils y sont parvenus en 3 à 4 minutes. Deuxième critère important, la consommation d'énergie. La responsable du laboratoire vérifie également si l'appareil atteint effectivement la température choisie par l'utilisateur. La bouilloire de WMF obtient la mention suffisante, avec un réglage de la température imprécis. Lors de notre test, c'est cet appareil qui a consommé le plus d'énergie. Il a mis le plus de temps à chauffer l'eau à haute température et présentait une anomalie dans le réglage de la température. La bouilloire électrique de Philips a obtenu un meilleur résultat, avec une note de 4,5. Mais cet appareil présentait lui aussi un écart dans le réglage de la température de l'eau. La responsable du test examine également la facilité d'utilisation des bouilloires, notamment pour verser l'eau ou régler la température.
Le test montre que les appareils chauffent rapidement l'eau, mais que la bouilloire chauffe également. Si elles ne sont pas bien isolées, il y a un risque important de brûlure. À l'aide d'une caméra infrarouge, on peut voir les parties qui chauffent. 6 appareils ont vu leur note diminuer à cause d'un problème d'isolation. On a enlevé des points aux bouilloires les plus dangereuses. Les isolations des bouilloires ne sont pas toutes équivalentes et si elles ne sont pas assez bonnes, l'utilisateur risque de se brûler. L'appareil de Miostar, le plus cher du test, a obtenu la mention bien, note 4,8. Même note pour le cuiseur Electrolux, le deuxième appareil le plus cher du test. Une note finalement légèrement meilleure pour l'appareil de Koenig. La bouilloire est facile à utiliser. Pour tous ces appareils, les notes ont été pondérées en raison de risques de brûlure. Certaines parties des bouilloires ont fortement chauffé. Cet appareil de Betty Bossy est certes bien isolé, mais logique quand on la verse, avec le risque de s'ébouillanter. Certains thés doivent être infusés avec de l'eau bouillante. C'est le cas des infusions, ces mélanges de fruits séchés, d'épices, d'herbes ou de rooibos. De l'eau bouillante, c'est aussi ce qu'il faut pour certains thés traditionnels. Pour des thés comme le thé noir et le thé pu'er, qui sont partiellement ou entièrement fermentés, le mieux est de les faire infuser dans une eau à 100 degrés. Ils développent un arôme délicat. Note 5,1 pour la bouilloire la moins chère du test. Le réglage de la température se fait via l'application My Smart Kettle. Et finalement, la vainqueur du test, 5,4 pour la bouilloire de Gastrobac, convaincante sur tous les critères du test. Achetée chez PC Ostschweiz, disponible également chez Microspot et Brac. Elle est très bien isolée et en termes de manipulation, elle est excellente aussi. Une fois l'eau chaude versée, il ne reste plus qu'à attendre que le thé infuse et à déguster.